Je vous propose d'étudier dans cette vidéo l'atterrissage de précaution en campagne, aussi appelé IVV pour interruption volontaire du vol. C'est un cas durant lequel vous décidez de vous poser dans une zone dégagée, peut-être un champ, car la sécurité est engagée et vous ne pouvez pas rejoindre un terrain. Cette vidéo sur l'atterrissage de précaution hors aérodrome, que nous appelons également l'interruption volontaire du vol, sera divisée en 4 chapitres. Nous allons voir tout d'abord pourquoi décider d'atterrir dans un champ. Nous verrons ensuite la procédure de l'atterrissage de précaution. Nous passerons ensuite sur les menaces associées à cet atterrissage de précaution et nous finirons sur une vidéo, un exemple filmé d'exercice d'atterrissage de précaution. Tout d'abord, vous seriez amené à prendre la décision d'atterrir dans un champ si vous devez interrompre le vol pour la sécurité, mais que vous ne pouvez pas rejoindre ni la destination, ni le dégagement, ni un déroutement. Des exemples de ces situations pourraient être une dégradation rapide des conditions météorologiques. Ce pourrait être aussi une autonomie carburant insuffisante, l'arrivée de la nuit rapide. Pour résumer, toutes les situations qui porteraient atteinte à la sécurité de l'avion et de ses passagers. Je vous propose 2 exemples pour étayer ces situations où la sécurité est engagée ou où le pilote ne peut pas rejoindre un aérodrome. Le premier exemple, c'est le cas d'un pilote qui est parti avec 3 passagers de La Baule vers Pontivy. Après avoir déjeuné sur place, l'équipage est rentré vers La Baule et en approchant la région de Lorient, la météo s'est dégradée. Le pilote a appelé le contrôleur de Lorient pour essayer d'obtenir un guidage radar, mais la météo était trop mauvaise, il y avait environ 100 pieds de plafond et 1500 mètres de visibilité, et le pilote a donc décidé de faire un atterrissage de précaution sur une plage. Cela lui a permis de sauver les 4 personnes à bord. Un autre exemple, c'est un Piper J3 qui est parti de l'Angleterre vers l'Espagne avec 2 GPS à bord et un compas magnétique. Après avoir eu une dégradation météo et avoir volé en intercouche, en approchant dans la région de Calais, le pilote a perdu confiance dans son GPS, a eu l'impression de s'être égaré, que les instruments n'étaient plus cohérents, et il a finalement décidé d'atterrir dans un champ qu'il a aperçu sous la couche nuageuse. Lorsqu'il a atterri, l'autonomie à bord correspondait à environ 20 minutes. Si un jour vous devez décider d'atterrir dans un champ, ce sera donc une situation où la sécurité sera engagée et où le temps disponible sera limité, à cause de la météo qui se dégrade, de la nuit qui arrive, de l'autonomie carburant. Il y a plusieurs cas possibles. Dans tous les cas, ces situations vont générer du stress, car c'est des situations où la sécurité est engagée et où vous décidez d'atterrir dans un champ, ce n'est pas commun. Pour gérer ce stress, le meilleur moyen est d'anticiper cette situation en connaissant et en maîtrisant la procédure associée à l'atterrissage de précaution hors aérodrome. Voyons donc plus en détail la procédure. La référence de base doit toujours être le manuel de vol de votre avion à la section procédure d'urgence ou procédure anormale. Vous avez à l'écran l'exemple du manuel de vol du HR200-120B à la procédure qui s'intitule Atterrissage de précaution en campagne moteur en marche. Il faudra reconnaître le terrain choisi en effectuant au besoin plusieurs passages à basse vitesse, 135 km/h, voler en position décollage 10 degrés. Puis faire une approche de précaution de 125 km/h avec les volets en position atterrissage. En finale, il faudra déverrouiller la verrière et avant de toucher le sol, avoir les contacts magnétos sur coupé et l'interrupteur batterie sur coupé. Il y a une note en cas de blocage de la verrière, la poignée de verrière doit être en position ouverte et il faudra dégager les 2 leviers de largage verrière situés sur les accoudoirs de part et d'autre du tableau de bord et les amener en position verticale. Le manuel de vol reste la base, mais je vous propose néanmoins une procédure un peu plus complète sur l'atterrissage de précaution hors aérodrome qui va se centrer sur le pilotage, c'est-à-dire qu'à tout moment vous devez garder le contrôle de votre vitesse et de votre hauteur, vous allez descendre proche du sol, et en périphérie, il va y avoir 4 actions principales à effectuer: choisir une zone d'atterrissage, prévenir le contrôle, faire les actions avant impact et préparer l'atterrissage. Et en fonction de la situation, vous allez choisir quelles actions effectuer, dans quel ordre, mais en restant toujours centré sur le pilotage de votre avion, c'est très important. Je vous propose de voir un exemple dans l'ordre des actions à réaliser.
Ce sera toujours centré sur le pilotage, de la prise de décision de faire un atterrissage de précaution jusqu'au moment où vous êtes au sol, avion arrêté. Entre les deux, c'est un choix. Il peut y avoir en fonction de la situation des choix différents dans l'ordre des actions réalisées, mais cette chronologie est relativement générique et s'applique dans la majorité des cas. Donc, je le répète, mais c'est toujours centré sur le pilotage de l'avion. La première action que vous allez faire, c'est de vous diriger vers une zone dégagée. Par exemple, si vous êtes au milieu d'une grande forêt et que vous voyez un endroit où il y a plus de champs, eh bien, vous allez vous diriger vers cet endroit où il y a plus de champs. Ensuite, vous allez devoir prévenir le contrôle avant de descendre proche du sol, car vous risquez de ne plus capter pour faire des contacts radio. Vous avez 3 possibilités pour prévenir le contrôle. Faire un message de détresse sur la fréquence utilisée ou la fréquence de détresse 121.5. Je vous renvoie vers la vidéo du message de détresse qui reprend en détail ce message. Vous pouvez afficher le transpondeur sur 7700 qui est le transpondeur de détresse et vous pouvez mettre la balise de détresse sur ON. En fonction du temps, je vous invite à faire ces 3 actions ou alors une seule si le temps fait défaut. Maintenant que vous vous rapprochez de la zone dégagée, vous allez réduire votre vitesse, éventuellement sortir les volets approche et inspecter autour de vous pour préchoisir une aire d'atterrissage. J'insiste bien sur le préchoisir car ce n'est pas définitif. Imaginons le pilote qui identifie au milieu de l'aire dégagée un champ qui pourrait être propice à un atterrissage. Ensuite, il faudra examiner l'aire d'atterrissage que vous avez préchoisi lors d'un passage, idéalement en laissant le champ sur la gauche car vous êtes assis à gauche et c'est là où le champ de vision est maximal, en descendant un peu pour mieux voir mais pas trop pour ne pas mettre la sécurité en jeu, idéalement entre 300 et 500 pieds sol. Vous pouvez ensuite utiliser le moyen mémotechnique de nos amis Vélivol, le verre d'eau pour vérifier l'orientation du vent, l'état de la surface, le relief, les dimensions du champ et s'il y a des obstacles. Pour vérifier la dimension du champ, il faudra prendre un top chrono au début du champ et à la fin du champ pour évaluer la distance. Vous pouvez convertir la vitesse en nœuds en la divisant par 2 pour obtenir des mètres par seconde. Si vous volez à 80 nœuds, ce qui est la vitesse moyenne sur un avion léger lorsque vous avez un peu ralenti et sorti les volets en position approche, cela fait 40 mètres par seconde environ. Donc sur 10 secondes, environ 400 mètres. Comme il faut environ 500 mètres minimum sur une aire d'atterrissage pour atterrir, il faut pouvoir chronométrer 12 secondes à 80 nœuds. C'est un ordre de grandeur à calculer en fonction de votre avion. Ensuite, comme vous êtes proche du sol et proche de l'aire d'atterrissage, c'est le bon moment pour identifier des repères au sol qui vont vous permettre de matérialiser votre circuit pour l'approche et l'atterrissage. Avant de passer à l'étape suivante, je vous propose de développer rapidement le verre d'eau. Le premier item, c'est le vent. Bien évidemment, il est préférable de se poser avec une composante de face. Pour connaître le vent, vous pouvez avoir identifié l'orientation générale lors de la préparation du vol, par exemple un flux d'ouest, ou vous pouvez utiliser des indices extérieurs. Vous voyez à l'écran par exemple de la fumée sur les cheminées, dans un champ, ou également l'orientation des éoliennes. Pour l'état de la surface, si vous avez la possibilité de faire un choix, l'ordre de priorité est à donner au chaume, ensuite au terrain labouré RC, vous voyez le passage de la herse qui a aplati le champ, les cultures fourragères, les cultures céréalières qui sont un peu plus hautes, les terrains labourés non RC, vous voyez déjà des creux qui commencent à être visibles, et enfin en dernier choix, les cultures hautes, comme par exemple le maïs que vous avez à l'écran. Concernant le relief, idéalement il faut un terrain plat, et s'il est en pente, une légère pente qu'il faudrait prendre dans le sens positif. Ainsi, quand vous allez atterrir, au sol, la pente positive va ralentir l'avion et vous permettra de diminuer la distance d'atterrissage. Pensez également au relief en face, c'est-à-dire avoir un espace dégagé en cas de remise de gaz pour faire une remise de gaz sereinement et revenir vous présenter si vous n'êtes pas stabilisé en finale. Pour les dimensions, nous avons vu la méthode chronométrée, diviser la vitesse en nœuds par 2 pour obtenir un ordre de grandeur de la vitesse en mètres par seconde. Et bien sûr, si la zone que vous avez préchoisie sans aucun doute est très très longue et fait plusieurs kilomètres, vous pouvez ne pas faire le chronométrage de la dimension du champ. Pour finir, les obstacles,
Eh bien, il faut les identifier en passant travers. Ils sont de toutes sortes. Ce peut être des lignes électriques, des arbres qui encadrent un champ que vous avez choisi, un système d'irrigation avec des tuyaux qui peuvent être cachés dans le champ. Ça peut être aussi du matériel agricole, des chemins, des clôtures, un fossé, une éolienne, des ballots de paille. Bref, il y a plein d'obstacles. Pour finir, le verre d'eau est un aide à la décision. Dans la vraie vie, il y a plein de champs et il va être rare de trouver un champ qui réunisse tous les critères. Vous allez par exemple peut-être trouver un champ qui est plat et en bon état, avec des chaumes. Par contre, le vent sera légèrement arrière. Ou à l'inverse, trouver un champ un peu court mais avec du vent de face, en bon état, sans relief. Bref, il est rare de trouver un champ qui corresponde à tous les critères. Il faut donc faire le choix le plus judicieux entre les différents critères et refuser un champ qui ne correspond pas. Je vous propose maintenant de revenir dans la phase numéro 4 que nous avons vue du pré-choix de l'aire d'atterrissage. À l'issue de cette inspection, il y a un moment décisif. C'est le moment où vous allez décider si l'aire que vous avez pré-choisie correspond ou ne correspond pas. Si elle ne correspond pas, vous allez revenir au point numéro 3, c'est-à-dire pré-choisir une autre aire d'atterrissage et aller l'inspecter. Si jamais elle correspond, et seulement dans ce cas, vous allez rejoindre la branche vente arrière pour aller faire un circuit d'approche et venir atterrir sur l'aire choisie. Dans la vente arrière, vous avez les checklists à faire, la checklist vente arrière pour configurer votre avion et la checklist atterrissage de précaution, atterrissage forcé de votre manuel de vol, si le temps est disponible, afin de vous assurer que vous n'avez rien oublié. Durant cette approche et cette vente arrière, vous allez faire le briefing approche, vous remémorez la trajectoire avec les points clés, les points de repère que vous avez pu repérer, la vitesse que vous allez utiliser, et vous remémorez les actions avant impact, nous les verrons tout à l'heure, c'est les actions qui vont vous permettre de couper l'électricité et l'essence. C'est également le moment de faire un briefing à vos passagers si vous ne l'avez pas fait précédemment, pour les rassurer et pour les prévenir de ce qu'il va se passer. En fin de branche vente arrière, il faut utiliser une méthode pour calculer un éloignement standard, idéalement un repère arrière sous 30 degrés par rapport au point d'aboutissement que vous souhaitez. Vous êtes dans un environnement qui n'est pas connu, avec des repères que vous ne connaissez pas, et une des erreurs pourrait être d'être trop près ou trop loin. Donc le calcul de l'éloignement est important. À la fin de votre éloignement, vous rejoindrez l'étape de base et la finale pour atterrir et effectuerez les actions avant impact avant de faire l'arrondi et l'atterrissage. Il faut le faire quand le terrain est assuré car cela va couper le moteur. Vous allez en effet faire essence off, électricité off et verrière déverrouillée seulement si cela est dans votre manuel de vol. Essence off, cela correspond à mettre la pompe à essence sur off, à tirer la mixture et à couper le robinet d'essence. Électricité sur off, cela correspond à couper la batterie, l'alternateur et les magnétos. Enfin, une fois avoir atterri dans le champ ou sur la plage ou dans l'aire d'atterrissage que vous avez choisi et que l'avion est arrêté, vous préviendrez le contrôle et la gendarmerie. Il existe certaines menaces à l'atterrissage de précaution. La première, ce serait de choisir un champ qui est inapproprié. Donc tout d'abord, il ne faut pas vous précipiter. Il faut utiliser une méthode pour l'inspection, comme nous l'avons vu, le verre d'eau, le top chrono. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à changer de champ si jamais le premier champ ou l'endroit que vous avez choisi ne correspond pas. Une autre menace, ce serait de perdre de vue la zone d'atterrissage que vous avez choisie. Pour éviter de la perte de vue, identifiez et utilisez des repères au sol, nous en avons parlé précédemment, et contrôlez l'éloignement par une méthode, comme par exemple les 30 degrés du repère arrière de point d'aboutissement. Attention également à ne pas faire un circuit trop court par peur de perdre de vue le terrain. Cela pourrait vous amener à une approche non stabilisée. Veillez donc à contrôler l'éloignement et à faire une approche interrompue et un nouveau tour de piste si jamais vous n'êtes pas stable et que l'atterrissage est compromis. Une autre menace qui arrive assez régulièrement, c'est dans le stress d'oublier de faire le message radio, vous vous souvenez, avant de descendre, ou même d'oublier de faire la checklist en vente arrière pour configurer votre avion.
La stratégie que je vous propose, bien, c'est d'utiliser une documentation personnelle rapidement accessible en vol, par exemple la fiche de synthèse que vous pouvez télécharger qui reprend la chronologie que nous sommes en train de décrire. Et enfin, attachez-vous à ne pas passer sous la vitesse d'évolution ou à ne pas voler à une hauteur trop faible, notamment durant l'inspection de l'aire d'atterrissage. Donc donnez la priorité au pilotage de l'avion dans tous les cas et ne précipitez jamais la trajectoire. Attention, lors d'une réduction de puissance que vous allez faire pour réduire la vitesse, pensez bien à modifier votre assiette. Il va falloir faire une variation d'assiette à cabrer pour contrer la perte d'altitude qui serait associée à une réduction de vitesse. Et enfin, détectez les périodes de vulnérabilité, c'est-à-dire sachez détecter une période de forte charge de travail et prenez un peu de recul pour vous concentrer sur le pilotage de l'avion. Pour finir, je vous propose un exemple filmé d'un exercice d'interruption volontaire du vol. Comme nous l'avons vu, la première étape, c'est de se diriger vers une zone dégagée. Nous voyons sur ce secteur beaucoup de champs, le pilote va donc mettre le cap vers ce secteur. En deuxième étape, il faut prévenir le contrôle avec un message de détresse Mayday, l'affichage du transpondeur 7700 et enfin la balise de détresse sur ON. Vous avez le choix de faire uniquement 1, 2 ou 3 de ces actions, le principal étant de prévenir et que l'on sache que vous êtes dans une situation de détresse. Ensuite, le pilote va réduire la vitesse, éventuellement sortir un cran de volet et pré-choisir une zone d'atterrissage. C'est un moment qui peut prendre un peu de temps, mais il est important de ne pas se précipiter et de choisir un champ qui soit propice. C'est donc le moment où le pilote va, en fonction du vent, étudier la possibilité de se poser. Vous voyez, il y a beaucoup de champs dans cette aire. Il n'y a pas d'obstacle visible a priori, donc il va choisir le champ qui lui paraît le plus adapté. En fonction du vent, dans cet exemple, le pilote va choisir ce champ et se poser face au vent, c'est-à-dire que la finale se fera sur cet axe-là. Maintenant que l'aire d'atterrissage est préchoisie, le pilote va s'en rapprocher en descendant un petit peu, pas trop pour la sécurité, et inspecter en détail à l'aide d'un verre d'eau, d'un top chrono pour estimer la dimension du champ dans cet exemple, et faire l'identification de repères au sol. En se rapprochant, il y a toujours le champ dans le champ de vision, il voit des petits villages, des forêts, qui lui permettent de bien identifier la zone dans laquelle il va évoluer, et s'il perd le champ des yeux, eh bien il pourra se positionner et le retrouver. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, il peut faire un verre d'eau en détail. Nous avons vu le vent tout à l'heure, du coup le pilote se posera dans ce sens. L'état du champ, c'est un champ déchaumé sans trop de sillons. Le relief, il n'y a pas de relief. Les dimensions, il regarde sa montre pour être prêt à prendre le top chrono. Et enfin les obstacles, il n'y a pas de ligne haute tension, de petites haies, de poteaux quelconques. Arrivant en entrée de champ, il prend le top chrono. Il lui faut au minimum 10 secondes à sa vitesse d'évolution sur cet avion. Il en profite pour regarder autour les points de repère, les autres champs, la forêt, ce qui lui permettra de rester dans la zone d'évolution sans perdre le champ de vue. Et en fin de champ, il finit son top chrono et il vérifie si la dimension est compatible. À la fin de cette étape, c'est important, le pilote décide s'il poursuit ou non avec cette aire d'atterrissage qu'il a préchoisie. Le pilote, pour savoir s'il garde cette aire d'atterrissage qu'il a préchoisie, va tout simplement revenir sur les critères du verre d'eau. Pour le vent, c'est positif, l'aire d'atterrissage est orientée avec du vent de face. Pour l'état du champ, c'est mitigé. C'est bien des chaumes, mais les sillons sont orientés perpendiculairement à l'axe d'atterrissage. Ce n'est pas l'idéal, mais les sillons ne sont pas très profonds, donc c'est praticable. Le relief, c'est positif. L'aire d'atterrissage est plate, c'est dégagé pour une remise de gaz. La distance, c'est également positif. Il y a plus de 12 secondes, donc plus de 500 mètres. C'était les critères fixés par le pilote. Et enfin, les obstacles, il n'y a pas d'obstacles sur le champ ou à proximité immédiate. Avec ce retour sur le verre d'eau, le pilote peut donc choisir de valider cette aire qu'il a préchoisie et continuer sa procédure d'atterrissage de précaution en campagne. L'étape suivante est de rejoindre le début de vent arrière. Revenons sur le schéma que nous avons vu précédemment et les actions qui ont été effectuées. Tout d'abord, le pilote s'est dirigé vers une zone dégagée. Il a ensuite signalé sa situation de détresse, il a préchoisi une aire d'atterrissage, il a inspecté cette aire d'atterrissage et après avoir défini que l'aire était compatible, il a décidé d'aller rejoindre la branche vent arrière. Nous avons vu précédemment une branche vent arrière en haut du schéma
pour se poser face au vent. Dans cet exemple de vidéo, le vent souffle dans l'autre sens. Du coup, le pilote va être obligé de faire une partie d'éloignement pour venir rechercher la branche vent arrière et se poser face au vent. Vous allez le voir dans l'exemple filmé, le pilote profite de cette branche d'éloignement pour revenir vertical inspecter le champ. Il va anticiper également faire la checklist un peu plus tôt et fera le briefing aux passagers et briefing approche durant la branche vent arrière. Donc vous voyez le pilote qui va rejoindre le début de la branche vent arrière par une phase d'éloignement. Il utilise les repères qu'il a pu identifier, les petits villages, forêts ou autres pour rester dans la zone et ne pas être perdu. Ça peut être très utile si la météo est dégradée. Et en passant vertical, en étant assis à gauche de l'avion, il a vraiment un champ maximal pour faire une inspection précise. Est-ce qu'il y a peut-être un trou qu'il n'a pas identifié, un obstacle qu'il n'aurait pas vu? Il confirme à nouveau son choix et comme il est sûr d'aller se poser, il va anticiper et faire la checklist vent arrière, la checklist approche un peu plus tôt. Sur DR400, c'est sortir un cran de volet, tirer la réchauffe et mettre la pompe à essence électrique sur on. Ensuite, il va rejoindre la branche vent arrière, se retrouver avec le vent dans le dos, faire le briefing aux passagers. Il aura certainement déjà évoqué la situation, mais il rentre un peu plus en détail sur les actions à faire pour les passagers, c'est-à-dire bien serrer la ceinture, retirer les lunettes si jamais certains passagers ont des lunettes, prendre une position de sécurité et ne pas être surpris par l'action qui va consister à couper le moteur en courte finale et à déverrouiller la verrière. Il fait un briefing pour lui, pour se remémorer les actions à faire, tout d'abord la vitesse qu'il va prendre en finale, la configuration et les actions avant impact, couper l'essence et couper l'électricité. Il surveille l'angle de 30 degrés arrière par rapport au point d'aboutissement pour partir en dernier virage. Il a également le repère du village qu'il voit depuis le début de ses actions. Il partira en étape de base et ira rejoindre la finale sur l'aire d'atterrissage, le champ que vous voyez à l'écran qui a été choisi. La dernière action à faire sera les actions avant impact dès que le terrain est assuré en planée. Couper l'essence, pompe off, mixture off, robinet général coupé, l'électricité, batterie magnéto sur off et l'alternateur sur off et enfin déverrouiller la verrière. L'avion va donc continuer en planée et il sera sécurisé si jamais l'atterrissage se passe mal. La dernière étape, qui n'a pas été faite dans le cas de cet exercice car nous avons remis les gaz, mais une fois au sol, en cas réel, avec l'avion arrêté, vous préviendriez le contrôle et la gendarmerie. C'est la fin de ce cours. Vous pouvez télécharger une fiche de synthèse qui reprend l'essentiel de ce que nous venons de voir ensemble sur l'atterrissage de précaution hors aérodrome, qui s'appelle aussi interruption volontaire du vol.